cours de son parcours de soins, il est possible d'intégrer un essai clinique. Les bénéfices à court terme sont la possibilité d'un traitement innovant et à long terme de contribuer à l'évolution de la médecine. Pour décrypter le fonctionnement des essais cliniques, je reçois le docteur Alessandro Vianson. Il est oncologue et coordonne les essais cliniques du cancer du sein métastatique à Gustave Roussy. Bonjour docteur Viansone. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est qu'un essai clinique ? Un essai clinique, c'est en fait la façon dans laquelle on peut utiliser aujourd'hui pour appliquer les règles de la recherche clinique pour avoir la mission sur le marché d'une nouvelle molécule et notamment, pas seulement ça, mais aussi des nouvelles procédures ou bien des nouveaux outils qu'on peut utiliser pour la prise en charge de nos patientes. Aujourd'hui, surtout en cancérologie, on se pose des questions sur quelle peut être la prise en charge de nos patientes, donc avec des études un peu plus interventionnelles, et notamment des études qui nous permettent de comprendre si une nouvelle molécule ou une nouvelle thérapie peut être efficace pour traiter leur type de pathologie, leur type de maladie. Chose très importante, c'est de comprendre aussi que ce type de nouvelles molécules ne soit pas seulement efficace, mais surtout ne soit pas toxique pour nos types de patientes. Bien entendu, tout ça est bien réglé par plusieurs étapes au niveau des gens ici de régulation, au niveau des hôpitaux, qui nous permettent de comprendre et de ne pas mettre en risque surtout la santé des patients qui peuvent rentrer dans une étude, dans un essai clinique. Alors on parle de phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, c'est quoi ? Ce sont toutes les différentes étapes qui nous permettent de développer et de y mettre sur le marché une nouvelle molécule éventuellement. On l'a bien vu avec le développement des vaccins. On l'a appris il y a 2 ans avec toute la période Covid. La phase 1, c'est la partie qui arrive après la démonstration in vitro de l'efficacité d'une nouvelle molécule. Cette partie d'expérimentation clinique touche une petite partie des patientes qui reçoit la nouvelle molécule avec 2 buts. Comprendre quelle est la dose correcte, éventuellement en association déjà à d'autres molécules qu'on utilise dans la même pathologie, et bien entendu de comprendre qu'il n'y a pas un risque majoré à donner cette molécule qui auparavant était juste administrée sur des cellules, dans des cultures, et pas plus que ça. La phase 2, par contre, c'est après avoir développé cette molécule en phase 1, la phase 2 nous permet de comprendre si cette molécule qui avait déjà démontré des bonnes données d'efficacité in vitro est aussi capable de démontrer cette efficacité en vivo, donc avec les patientes. Donc on élargit notre cohorte, on part dans toutes les études, dans tous les essais cliniques des cohortes des patientes. Donc notre cohorte va être un peu plus grande avec 50, une centaine de patientes à peu près. On administre la molécule pour déjà démontrer que cette molécule est efficace sur la maladie. La phase 3, bien sûr, une molécule qui n'est pas toxique, pour laquelle on a compris la bonne dose et qui est vraisemblablement efficace sur la maladie. Il faut que nous on comprenne si cette molécule est plus ou moins efficace par rapport aux thérapies standards qu'on a déjà en place et qu'on peut utiliser pour la maladie. C'est là qu'intervient la randomisation. Donc il y a une sorte, la plupart des études est fait comme ça. Donc de nouveau, on élargit notre corps de patients, on arrive sur 500 000 patients, voire plus, si on a des grosses études internationaux parfois. Après avoir signé un consentement, chose qu'il avait déjà fait même dans les phases 1 et 2, bien entendu, que les 50, voire avec d'autres pourcentages, parfois c'est les 75 et 25, on va dire donc les 50% des patients vont recevoir la molécule et les 50% vont recevoir. On a rarement en oncologie des molécules qui sont comparées au placebo, donc on a toujours une thérapie standard. Un exemple typique sont des études qui comparent une nouvelle molécule à la chimiothérapie qu'on utilise déjà pour ce type de cancer. La phase 4, une fois que cette efficacité a été comparée et démontrée plus efficace par rapport à la thérapie standard, la phase 4, c'est quand on administre dans la pratique courante quotidienne la molécule à tout le monde. Et donc, on va encore plus élargir notre cohorte. On a vraiment toutes les patientes, je vous dirais en France, aux États-Unis, en Europe, qui sont traitées avec la molécule. Et c'est à ce moment-là que c'est la pharmacovigilance qui rentre en jeu. La pharmacovigilance est faite par les autorités de contrôle, l'autorité de santé notamment, ou par l'EMA par exemple, donc l'Agence européenne des médicaments. C'est à ce moment-là qu'on comprend si
En donnant cette molécule à tout le monde, il n'y a pas de catégories qui peuvent être plus à risque de recevoir ce type de molécules. Quels sont les bénéfices pour un patient à participer à une étude clinique et à contrario les risques? Bien entendu, le fait de participer à un essai clinique permet à un patient de recevoir une thérapie qu'il ne pourrait pas recevoir de façon différente. Il y a toujours un peu cette différence entre grands centres de recherche comme les CLCC en France et les centres un peu plus périphériques où c'est un peu plus compliqué d'accéder à des nouvelles molécules, à des nouveaux médicaments. C'est pour ça que la possibilité de rentrer dans une étude permet à tout le monde de recevoir une nouvelle molécule qui peut être bénéfique. Donc, comme je vous disais, dans toutes ces étapes, on a déjà eu une étape avant qui a démontré la probable efficacité de la molécule. Autre chose, et sont deux autres parties importantes qui sont positives pour les patients, la suivi très strict qu'il y a dans une étude. Il y a toujours une infirmière de recherche clinique qui surveille de façon hebdomadaire ou toutes les 3 semaines quand le patient viendra par exemple à l'hôpital pour la thérapie, qui prend bien toutes les toxicités, qui remarque toutes les minimes remarques du patient pour comprendre s'il y a quoi que ce soit qui soit lié au traitement. C'est un suivi que c'est compliqué de donner dans le standard. On connaît très bien le fait que parfois c'est compliqué de suivre nos patientes de façon si rapprochée, donc toutes les 3 semaines. Même les infirmières, c'est compliqué un suivi si rapproché. Donc le fait d'avoir une infirmière, la plupart du temps dédiée aux patients, c'est de nouveau une chose qui est bénéfique, on remarque. Troisième point de force pour une étude, et ça c'est pas trop la partie, disons, de développement de nouvelles molécules, mais c'est aussi la possibilité d'être screené, donc de comprendre un peu mieux quelles sont les caractéristiques et donc on pourrait dire la carte d'identité du cancer. On a beaucoup d'études ouvertes à Gustave Roussy, comme dans les autres CLCC, qui permet de faire ce qu'on appelle profilage moléculaire. Donc, aller regarder certaines mutations qui sont à l'intérieur de la tumeur elle-même pour comprendre si on peut cibler ce type de mutations avec encore de nouveaux traitements qui sont en train d'être développés. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en standard, mais que, de nouveau, dans le cadre d'un essai clinique, c'est possible de réaliser. Quels sont les risques? On l'a un peu dit, en gros, c'est le fait d'administrer quelque chose qu'on n'avait pas encore administré parfois en vivo avant, donc c'était juste en vitro. Mais cette surveillance stricte avec une infirmière, avec l'investigateur, donc le médecin qui suit la patiente, ça nous permet de détecter des toxicités très précocement. On connaît, disons, bien les molécules, donc on connaît bien quelles peuvent être les toxicités principales et donc les toxicités que nous, on doit surveiller de près. Si on met sur une balance les risques et les bénéfices, à vous de le dire, mais on est bien d'accord que les risques sont bien plus faibles par rapport aux bénéfices d'être éligible pour un essai clinique. Est-ce qu'en tant que patient, je suis informée qu'à un moment donné, j'étais sur le bras de contrôle, donc c'est-à-dire que je n'ai pas bénéficié de la molécule, et est-ce que je peux en bénéficier de façon plus prioritaire? Ça dépend. C'est pas forcément ça, et c'est pas forcément possible. Il y a des études en aveugle et des études en ouvert. Les études en aveugle, puis ça dépend encore en plus, parce que les études en aveugle, on peut encore les diviser sur 2 catégories. Les études en double aveugle, ni l'investigateur, donc ni le médecin, ni les patientes connaissent s'ils sont en train de prendre la molécule ou par contre le placebo ou le standard. Parfois, il y a l'aveugle seulement pour les patients, donc le médecin connaît dans quel bras de traitement est la patiente. Et il y a des études en ouvert, donc dans lesquelles tout le monde est à connaissance de quel traitement il est en train de recevoir. C'est toujours possible de demander la levée d'aveugle, donc de demander qu'on puisse savoir si le patient était traité dans le bras expérimental, notamment au vu d'une grande toxicité, par exemple, pour comprendre si cette toxicité pouvait éventuellement être liée au traitement. De nouveau, le patient reste central dans l'essai clinique, donc il faut le plus de choses possibles pour le protéger. La levée d'aveugle, c'est une de ces exemples, par exemple. Alessandro, alors les ARCP de deuxième avis, comment ça se passe pour intégrer un essai clinique? Éventuellement, pour rentrer aussi, pour avoir la possibilité de rentrer dans un essai clinique à Gustave Roussy, toutes les semaines,
On a une RCP, donc une réunion collective dans laquelle on prend en compte tous les dossiers qui nous sont adressés pour avis, un peu de partout en France, parfois des dossiers aussi européens, dans lesquels il y a des généralistes, éventuellement des patientes ou bien d'autres collègues, d'autres oncologues qui nous posent des questions sur des dossiers qui peuvent être un peu compliqués, un peu complexes. Une fois qu'on a étudié les dossiers, on donne l'avis et bien entendu s'il y a la possibilité d'intégrer un essai clinique, le rendu de cette RCP va être envoyé, mais même s'il n'y a pas la possibilité, en tout cas le rendu va être envoyé au généraliste, à la patiente ou au médecin oncologue qui nous a demandé cet avis pour éventuellement prendre la décision d'être suivi pour la suite ou même pour une petite partie aussi du parcours de la patiente à Gustave Roussy pour déjà faire ce qu'on appelle screening pour un essai clinique. Donc éventuellement évaluer s'il y a la possibilité concrète de rentrer dans un essai clinique dont la patiente pourrait bénéficier. Docteur Janssen, en ce moment, il y a plusieurs dizaines d'essais cliniques du cancer du sein métastatique à Gustave Roussy. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux qui a retenu votre attention? Il y a plusieurs branches de recherche clinique, même de recherche en général, qui sont actives en ce moment et tout le long de l'année à Gustave Roussy. Une des parties, notamment sur le cancer du sein métastatique, essaie de viser les patients qui sont devenus, par exemple, résistants à un certain type d'hormonothérapie, qui est toujours un peu la première ligne de traitement quand on a un cancer du sein métastatique qui est sensible aux hormones. Ce type de thérapie, donc un cancer qui est devenu résistant à l'hormonothérapie, serait redevable d'une chimiothérapie standard. Mais c'est toujours d'éviter le recours à la chimiothérapie parce qu'on connaît très bien que les effets secondaires de la chimiothérapie sont bien entendu plus importants encore par rapport à une hormonothérapie. Il y a toute une branche de recherche qui essaye de cibler ce qu'on appelle ADC, donc anticorps drug conjugate, des anticorps qui sont liés à une petite molécule de chimiothérapie. Une petite molécule de chimiothérapie qu'on connaît depuis très longtemps et des anticorps qui sont très innovants. Par contre, ils vont cibler directement certaines cellules, les cellules malades notamment, mais pas seulement malheureusement. Et l'anticorps véhicule directement la petite molécule de chimiothérapie à l'intérieur de la cellule malade, chose qui nous permet de diminuer en partie les effets secondaires et qui nous permet de cibler correctement le cancer. Une autre branche de recherche est visée sur les cancers triple négatifs, donc qui ne sont pas responsables aux hormones. On a déjà intégré une bonne partie de l'immunothérapie sur ce type de cancer, mais il y a bien sûr encore beaucoup de choses à faire. Donc, beaucoup d'essais cliniques essayent de retrouver encore une place pour l'immunothérapie dans ce type de cancer. Une autre partie qui est un peu la partie de recherche sur laquelle je suis un peu plus visé, c'est la partie de recherche aussi sur les patientes âgées. Dans la plupart des essais cliniques, la population patiente âgée, donc plus de 70 ans, donc vous voyez déjà comme la population de maintenant, c'est quand même une population qui ne rentrerait peut-être pas dans les essais cliniques, n'est pas tenue en compte dans les essais cliniques. Il y a peu de patientes au-delà de 70 ans qui intègrent les essais cliniques. Et donc, une bonne partie de la recherche, il faut absolument la développer en ce sens-là, en sachant que la population est vieillissante et on aura de plus en plus de cancers aussi chez nos patientes âgées et fragiles. Docteur Alessandro Janssen, vous êtes donc oncologue spécialiste du sein. Vous accompagnez des patients et des patientes atteints de cancer du sein. Et puis vous occupez également de la coordination des essais cliniques du cancer du sein métastatique à Gustave Roussy. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre quotidien? Le quotidien, disons que ça diffère beaucoup sur chaque journée. Donc il y a toujours une journée un peu plus dédiée à la consultation, donc une demi-journée de consultation ciblée sur la recherche clinique dans laquelle je vois tous les patients, une bonne partie des patients qui ont pu intégrer un essai clinique. Une autre partie de mon activité rentre, comme je vous disais, dans les RCP dans lesquels on peut essayer aussi de donner des avis pour essayer de faire intégrer et donner des possibilités, notamment à ces patients qui ne sont pas pris encore en charge à Gustave Roussy pour les faire rentrer dans un essai clinique. Et il y a toute une partie de coordination, qui a plusieurs, je vous dirais, interprètes dans cette chose. Il y a les ARC, qui sont les attachés de recherche clinique, sont les personnes en charge de la gestion, de la coordination d'une étude sur le champ. Deuxième
acteurs dans cette activité sont les IRC, donc les infirmières de recherche clinique. On a déjà parlé de cette figure. Ils sont très importantes et très fondamentales dans l'activité clinique, notamment dans une activité clinique de recherche clinique. Une autre partie, bien entendu, sont les investigateurs. Pour chaque étude, il y a toujours un investigateur principal qui est un peu le coordinateur pour un centre d'un essai clinique. C'est lui qui prend les décisions si éventuellement il y a des questions. Et puis, il y a tous les membres de l'équipe qui sont les investigateurs. Donc intégrer les ARC, les IRC, les investigateurs pour les faire dialoguer un avec l'autre. Et notamment, il y a encore une partie très importante qui sont les promoteurs. Il y a deux promoteurs principaux dans les essais cliniques. Il y a des essais cliniques académiques et des essais cliniques industriels. Donc on se retrouve avec des promoteurs qui viennent de l'académie, notamment les universités ou les hôpitaux, les autres CLCC en France. Et toute la partie industrielle, donc les laboratoires. Donc faire dialoguer le laboratoire avec notamment les investigateurs pour donner le mieux finalement aux patients qui peuvent éventuellement intégrer un essai clinique. Merci beaucoup. Merci à vous.